Bien le bonjour et bienvenue sur l'Enthousiaste, le podcast qui vous fait découvrir des réalités faites main par des personnes qui ont osé essayer. Aujourd'hui, c'est François Pasteau qui prend la parole. François est chef cuisinier et conseiller culinaire. Il est souvent présenté comme l'un des pionniers de la cuisine éco-responsable. Il était aussi propriétaire du fameux restaurant L'Épi du Pain à Paris pendant 25 ans. Son ambition ? Proposer à ses clients des plats de saison locaux, donc issus du terroir francilien, de grande qualité et tournés sur le végétal, attention, sans pour autant être végétarien. Joli défi. Allez, on rembobine pour regarder le début de son histoire. Vous découvrirez alors qu'à la fin de ses années collège, François a été orienté par ses enseignants vers un cycle court. Il a choisi d'étudier la cuisine, qu'il a adorée certes, mais quand on recontextualise, la cuisine dans les années 70 n'était pas la voie aussi en vogue que celle qu'on connaît aujourd'hui. Et ça nous explique pourquoi ce n'a pas été toujours un choix facile à porter pour lui. Encore aujourd'hui, je pense que son témoignage peut résonner en nous. Alors, j'espère que l'écouter pourra tous nous enseigner que le choix difficile d'aujourd'hui est peut-être le sourire de demain. Alors que vous soyez dans les transports, confortablement installés, ou encore plus rigolo en train de cuisiner ou de manger, il est maintenant temps pour vous de découvrir François Pasteau. Bien bonjour François, bonjour. Bienvenue sur l'Enthousiaste. Bonjour à toi Louane. C'est avec plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui à l'Académie du Climat. On a même eu la chance d'avoir un studio dans les locaux. Alors là... Très joli studio, intimiste, mais très joli. Très agréable. Je vais commencer par te poser la question classico-classique qu'on pose toujours au départ. C'est est-ce que tu pourrais te présenter pour tous ceux qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle François Pasteau, je suis cuisinier de formation, formation classique que j'ai faite à l'école Ferrandi Paris en 2 temps. Premier temps un CAP et quelques années plus tard un bachelor. Voilà. Et par la suite, j'ai été travailler dans les petites et grandes maisons, principalement à Paris, un petit peu à l'étranger. Et j'ai créé mon propre restaurant en 1995 qui s'appelait L'Épi du Pain, que j'ai tenu pendant 25 ans. Voilà, et maintenant je suis conseiller culinaire. J'ai une société qui s'appelle Éthique et Gastronomie, et en fait je transmets ce que j'ai appris tant au niveau de la cuisine que je dirais mon cheminement et ma démarche pour faire une cuisine éco-responsable, une cuisine soucieuse de l'environnement et bonne pour notre santé. Ok, alors on va avoir beaucoup de choses à discuter aujourd'hui. Pour commencer, est-ce que tu pourrais nous dire ce que ça représente pour toi la cuisine ? Est-ce que c'est un art ? Est-ce que c'est une nécessité du quotidien ? Un job ? Comment tu le définirais ? La cuisine, de toute façon, on a besoin de se nourrir quotidiennement. Donc, pour moi, la cuisine, c'est du plaisir avant tout. C'est du plaisir pour me nourrir et nourrir les autres. Et d'ailleurs, je ne conçois pas même si je me fais un plat ou si de me faire un plat qui soit pas bon. Enfin, il faut que ça soit goûteux, même si c'est quelque chose de très simple. Hein. Un bon plat de pâtes, mais bien assaisonné, bien relevé, je vais me régaler autant qu'un plat gastronomique avec du homard ou de la lotte. Enfin bon, voilà. Est-ce que tu prends plus de plaisir à cuisiner ou à manger ? Les deux. Ok. Les deux. En fait, je me régale de cuisiner pour les autres parce que c'est un métier qu'on fait avec passion, avec amour. Donc, je me régale parce que je sais que je vais donner du plaisir aux autres. Et quand je m'attable avec mes convives, je suis ravi de pouvoir également déguster avec eux et partager. C'est vrai qu'on a la chance en France d'avoir de merveilleux produits que nous offrent ces agriculteurs, toutes ces femmes et ces hommes qui nous offrent ces merveilleux produits sans qui la gastronomie française ne pourrait exister. Moi, je me régale avec ces produits et j'essaye je vais pas dire de les anoblir, mais de les respecter beaucoup. Les respecter et quelquefois très simplement. Quelquefois un peu moins simplement avec des techniques de cuisine un peu plus compliquées. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est quoi ? C'est que ça soit bon, goûteux, généreux. Très beau mot. Très bien résumé. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qu'est la cuisine éco-responsable ?
Bah oui, parce que c'est quand même l'un des titres qui va souvent avec ton nom. Vaste sujet. Alors la cuisine éco-responsable, c'est vrai qu'on en parlait peu il y a 30 ans, une trentaine d'années. Tout le monde en parle beaucoup aujourd'hui. En fait, une cuisine éco-responsable, c'est avant tout une cuisine plaisir. C'est pas une cuisine punitive. Cuisiner d'une façon éco-responsable, c'est en fait aller chercher des produits de bonne qualité, les payer au juste prix. Ça, j'insiste bien parce que souvent on oublie de se dire qu'on doit payer quelque part un produit cher pour qu'il soit bon. Alors, pourquoi cher pour qu'il soit bon ? Tout simplement parce que quand il est bien cultivé et bien élevé, forcément, ça coûte plus cher à l'agriculteur que l'agriculture conventionnelle. Voilà. Et pour revenir à la cuisine éco-responsable, comme tu m'as posé la question, en fait, c'est, je dirais, c'est respecter le produit, ne pas gaspiller, se faire plaisir avec les restes de la veille qui vont nous faire le plat du lendemain. C'est travailler de saison. C'est-à-dire trouver des produits locaux de saison. C'est Je mets le petit mot magique que j'ai lu justement en faisant mes recherches sur toi, le locavore. Le locavore, oui. Dire que tu manges local. Le locavore, le manger local, c'est en fait, mais quelque part, c'est tellement logique de manger de saison et local, en fait, parce que l'hiver, on a besoin de se réchauffer, donc on va manger du chou, on va manger tous ces plats qui nous réconfortent. On va déguster ça. L'été, on a besoin de se rafraîchir, donc on va déguster des fraises, on va déguster tout ce qui peut nous rafraîchir. Et en fait, donc quelque part, cuisine éco-responsable, c'est une cuisine de bon sens. Si on peut la résumer, en fait, c'est une cuisine de bon sens. Je vois ce que tu veux dire. Tu vois, la question que je me posais... il y en a plusieurs. Justement, quand tu dis qu'il faut réutiliser des choses qu'on a eues, j'avais vu que tu parlais notamment des épluchures. Et là, tu vois, quand j'ai lu ça, je me suis dit, OK, mais quid des pesticides ? Est-ce que, en fait, tu vois, comme quand c'est des traitements extérieurs, par exemple, je sais pas si ça va être sur la peau de ton légume ou de ton fruit, est-ce qu'en fait, tu as vraiment envie derrière, même si tu l'as lavé, que tu en as pris soin, etc., d'où l'importance de n'utiliser que des produits bio. OK. Quand on achète un produit bio, il y a, on va dire, très peu de pesticides, vraiment. C'est pour ça que je me demandais en fait si ça allait, tu vois, le bio avec l'éco-responsable ou pas. Voilà, le bio va avec l'éco-responsabilité si le bio reste local. Je trouve ça aberrant d'aller acheter en plein hiver une tomate bio qui vient de l'autre bout du monde. Ou peut-être pas de l'autre bout du monde, mais de plus loin, on va dire, tout simplement, qui va avoir une empreinte carbone complètement démentielle, et en plus qui ne sera pas forcément très goûteuse parce qu'elle aura subi des chocs thermiques dus au transport. Elle va passer de frigo en frigo, et au bout du compte, tant au niveau nutritionnel que du niveau du goût, ça n'aura plus rien à voir avec une tomate de saison. Ok, ça se tient. Ça se tient. Ah oui, ça se tient. Et je me demandais, là, du coup, aujourd'hui, tu fais du conseil, donc du conseil culinaire, tu dis, avec éthique et gastronomie. Je me suis notée, je ne savais pas si c'était exactement le mot qu'on mettait derrière, conseil culinaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est, en fait, du conseil culinaire ? Est-ce que... Enfin, moi, le truc, quand j'y réfléchissais, je me dis, est-ce que ça ressemble un peu à Cauchemar en cuisine, où tu vas, tu vois, et tu vas aider les gens, non, alors, et t'arrives tout... Alors, c'est très vaste, en fait. Conseiller culinaire, ça peut tout simplement être la création d'une recette, voilà, que... l'accompagnement dans une cuisine à aider un chef de cuisine ou une équipe de cuisine à les aider à trouver le bon sourcing, à les aider à mettre en place une carte intelligente, c'est-à-dire une carte qui permet de tout utiliser d'un produit.
Quand on prend un poisson, par exemple, il y a la partie noble du poisson, il y a le filet qu'on va cuisiner très simplement dans la poêle, tourne-retourne, servi avec des légumes, avec une sauce. On peut faire plein de choses avec. Et puis après, il y a tout ce qui reste du poisson. Il y a forcément les arêtes. Donc ça, tout le monde connaît. On va faire un fumet de poisson, qui va nous plaire, ou une soupe de poisson. Voilà. Mais il y a tout ce qui est ce qu'on appelle les flancs du poisson, qui partent souvent à la poubelle. Donc ça, avec ça, moi je m'amusais à retirer la petite peau fine qu'il y a sur le flanc, et puis en fait à l'anoblir, c'est-à-dire on va faire un peu de cuisine 5 minutes, je vais faire saliver, c'est-à-dire je faisais revenir dans une poêle un peu d'échalotes, un peu d'oignons, un peu d'ail, et un petit trait d'huile d'olive. Je rajoutais des queues de coriandre, la queue, pas la feuille, parce que la feuille, on va la garder pour donner du goût, mais décorer à la fin. La queue, d'ailleurs, la queue de persil, la queue de coriandre est beaucoup plus goûteuse que la feuille. Donc, n'hésitez pas à couper ça très finement. Vous faites revenir ça dans une poêle. Vous rajoutez ces flancs de poisson qui sont pas très beaux. C'est un peu ragoûtant comme ça à voir. Mais vous allez voir, quand je vais finir la recette, vous allez vous régaler. Après, on rajoute le flanc de poisson dedans, on fait cuire. Donc tout doucement, on fait mijoter en fait ça. Et puis en plus il y a le bruit, ça crépite un petit peu. Il y a l'odeur le fumet qui commence à monter. Et puis dedans, moi je m'amusais à rajouter un petit peu de croquant parce que c'est mou ça. Donc ce qui est bien dans la cuisine, c'est d'avoir du moelleux, du croquant, du croustillant, et d'avoir des différences de texture et de goût qui arrivent. Et donc je mettais ces amandes que je faisais revenir un peu à la poêle avant pour les torréfier, ce qu'on appelle. Je les mettais dedans. Je rajoutais, alors on disait cuisine éco-responsable, on peut rajouter un peu de gingembre. De toute façon, gingembre quelquefois il vient de loin, oui c'est vrai. Mais comme on en met très peu, à la rigueur, l'empreinte carbone n'est pas trop importante. Donc là, il ne faut pas non plus se priver de produits qui viennent d'un peu plus loin, comme les épices, parce qu'on ne va pas en mettre beaucoup, donc ça va beaucoup impacter sur l'empreinte carbone. Et donc je rajoutais ça, et à la fin, je rajoutais les feuilles de coriandre, ce coup-ci, complètement, et je servais ça. Alors en hiver, avec une poêlée de pommes fruits, des pommes qui ont été préalablement sautées un petit peu, pareil à l'huile d'olive, chaude, tiède, soit là, et après vous pouvez servir ce plat sur ces pommes fruits, ou alors en été vous servez ça, sur une chutney de courgettes et tomates par exemple, en été, voilà, la même recette pour l'été. Et c'est une recette qui peut se servir chaude ou froide. Mais effectivement, ce que je veux vous dire par là, c'est que en fait, si tu veux, le flanc de poisson, si le lendemain je te le servais juste poêlé comme ça, t'aurais pas envie de le manger. Alors que là, je pense que je t'ai mis l'eau à la bouche et que tu te dis, j'ai envie de manger ce plat comme il est fait. Ah bah là, t'as attisé ma curiosité. Voilà. Ça, c'est évident. Donc j'ai pris le flanc de poisson, mais aussi sur la raie du poisson, il reste toujours des petits morceaux. Et ces petits morceaux de poisson, il faut les garder pour les mettre, par exemple, le lendemain, si tu fais un potage, on sait jamais, un potage, tu peux mettre des petits morceaux de poisson dedans et ça te fait le plat du soir. Donc en fait, souvent, généralement, ce que je faisais, c'est qu'avec un produit, je faisais 3 recettes. Ok. Ce qui me permettait d'acheter des produits de très grande qualité. Et ça, j'insiste bien là-dessus, de bonne qualité. Là, on parlait de poisson, donc un poisson issu de la pêche durable, donc bien pêché, bien élevé, pas trop petit, qu'il a eu le temps de se reproduire avant, donc on n'a pas mis en péril l'espèce. Et ça me coûtait pas plus cher parce que, en fait, ça me faisait 3 repas. Donc c'est un peu ça, une cuisine éco-responsable. C'est à la fois le sourcing et c'est à la fois la façon dont on cuisine, en fait. Mais tout ça, ça prend un peu de temps à la réflexion. Il faut, en fait, dans ce monde où on veut faire tout très vite, tout le temps, aller très vite, là, il faut un tout petit peu se poser et se dire, bon, voilà, j'ai cet élément principal. Je vais le travailler jusqu'au bout. Puis j'imagine que de toute façon, plus tu le fais, plus c'est facile. Voilà, plus tu fais. Après, ça devient un jeu. Ouais. Parce que tu vois, t'as un peu ce truc, tu vois, justement, où tu dis qu'il y a cette contrainte de temps, où on veut que ça aille vite. Comment réussir, de réussir à rendre ça fun? Voilà, il faut que ce soit plus une contrainte. Il faut pas que il faut que ça soit un jeu. Et en fait, en prenant l'habitude de travailler comme ça, en fait, c'est amusant. Et puis, tu peux faire travailler tes enfants aussi avec toi en cuisine.
Enfin, quand ils sont là, tu fais parce que s'alimenter, c'est aussi, ça commence déjà dans la cuisine. Et c'est vrai que la cuisine, c'est un moment de partage, c'est un moment où on peut se retrouver et commencer à discuter. Tous les grands événements, petits ou grands d'ailleurs, se font autour d'une table, on s'assoit, on parle, on mange. Mais ça peut commencer avant dans la cuisine. Tu poses un peu les graines voilà. à ce moment-là dans la cuisine. C'est ce moment de partage qui commence dans la cuisine. Et c'est des moments merveilleux parce que c'est des moments où tu vois, il y a de l'amour qui est là. En fait, il y a de l'amour qui est déjà dans la cuisine. Tout le monde se met, tout le monde a envie d'abord de se régaler après. Donc, et puis il y a une émulation. Tu vois, on est tous là en train de tu fais comme ça, toi. Puis voilà, c'est marrant. Vous verriez les étoiles qu'il a dans les yeux en racontant ça. C'est quoi là, tu me donnes juste envie de découvrir un peu plus ton monde et de savoir si tu as vraiment un souvenir. Là, quand tu me racontais ça, tu avais un souvenir particulier de moment de partage dans la cuisine? Ouais, j'en ai plein forcément, mais je dirais les moments les plus merveilleux que j'ai en mémoire, c'est quand tu rentres chez toi le soir, t'as plus grand chose dans le frigo, tu ouvres le frigo, tu sais pas quoi tu veux faire, et tu fais quelque chose simplement avec ce que tu trouves dans le frigo. Et là, tu t'amuses avec tes enfants à faire un puzzle. Et en fait, au début, tu te dis, c'est la cata, j'ai rien à manger. Et en fait, tu te rends compte qu'avec le peu que tu as, t'as réussi à faire la gamelle, si on peut dire. À faire le job. Voilà. C'est bien parce qu'en plus, tu vois, ça, c'est vraiment quelque chose où tout un chacun va pouvoir se retrouver dans tes mots. Ça, c'est évident. Et juste pour reboucler là sur le conseil qu'on disait il y a une seconde, donc en gros, le conseil, ça va depuis la personne jusqu'à l'entreprise, en fait. Voilà, la personne jusqu'à l'entreprise. Alors moi, effectivement, j'ai plus de restaurant maintenant, mais avec mes équipes, c'est vrai que j'aime bien transmettre aussi toutes ces belles valeurs. Et d'ailleurs, on travaillait tous comme ça dans l'équipe. Dans l'équipe. Et après, ça devenait un certain jeu, en fait. Et effectivement, alors avec ma société de conseil, oui, effectivement, ça peut. Donc, je me répète, c'est aussi bien la création de recettes que de l'accompagnement dans les entreprises, aussi bien collectives que des restaurants traditionnels, que je dirais. Voilà. Et ça, quand justement tu avais ton resto, donc il s'appelait, je sais pas s'il s'appelle toujours comme ça, L'Épi du Pain, oui. À Paris. Non, on va commencer par le début. C'était quoi l'ambition? Enfin, pourquoi un resto? Déjà, pourquoi t'as voulu ouvrir un restaurant? Pourquoi celui-là? Alors, moi, je suis tombé dans le métier un peu par hasard à 16 ans. On en parlait tout à l'heure, choisir un métier, c'est pas évident. Et donc, je suis vraiment tombé dans ce métier par hasard à un moment où ce métier n'était vraiment pas à la mode. Je pensais qu'on allait en parler un peu après, mais on met les deux pieds là-dedans sur l'origine du projet de cuisine. L'origine du projet de cuisine. Donc, je vais répondre quand même à ta question. Tu veux on peut parler que du restaurant si tu veux. Comment j'ai eu envie. En fait, c'est simple. Quand t'es cuisinier, t'es commis de cuisine, après t'es chef de partie, après t'es second, après t'es chef. Et normalement, t'as l'ambition de pouvoir avoir ton propre restaurant pour faire ta propre cuisine et parce que c'est génial d'avoir un restaurant avec ta propre pâte. Ta propre pâte et un restaurant c'est pas seulement la cuisine, c'est tout un environnement en fait. Donc c'est un écosystème. C'est un écosystème et donc tu as envie d'en faire un lieu convivial, un lieu où toi tu te sens bien dedans, mais tu as envie que les personnes qui viennent te voir, tes clients ou tes amis, ils se sentent bien aussi. Donc c'est pas la finalité de ton métier parce qu'après tu continues, mais c'est une étape importante du métier. Alors il y a des cuisiniers qui veulent jamais s'installer parce qu'ils ont la peur du risque et la peur d'être chef d'entreprise parce que c'est quand même une entreprise. Oui, une responsabilité supplémentaire. Une responsabilité supplémentaire et effectivement il faut que ça soit économiquement viable parce que un restaurant il faut pas faire n'importe quoi non plus. Donc il faut et c'est peut-être ça le plus compliqué avec l'éco-responsabilité, c'est-à-dire être éco-responsable et aussi ne pas mettre en péril l'économie,
le business, l'économie de ton entreprise. Et donc j'ai eu envie, parce que je m'étais toujours dit à 30 ans, donc je me suis installé à 32 ans d'ailleurs, pas 30, mais bon, bref, grosso modo, et je me suis toujours dit à 30 ans, j'aurai mon restaurant. Voilà. Objectif, attends. Mais ce qui est important, c'est je l'ai ouvert parce que j'étais prêt. Et ça, c'est valable pour n'importe quelle entreprise. Il faut que tu sois prêt. L'entrepreneuriat, il faut pas se dire, tu vois, je vais ouvrir, bon, comme ça, non. C'est, je suis prêt à le faire. Donc, je suis prêt à faire certains sacrifices et à prendre certains risques. Je suis, moi, suffisamment mature et mon projet l'est aussi pour qu'on puisse prendre ce risque et ce pas-là. Je sais pas, tu vois, en t'entendant, ça m'a paru tellement évident maintenant pourquoi tout le monde appelle... Enfin, il y a beaucoup de restos qui s'appellent chez X, chez Brigitte, chez Léo, chez... Peu importe, tu vois, d'avoir ce côté très écosystème, très tu viens chez moi et... Viens chez moi. Et je vais te montrer comment ça se passe chez moi, dans mon écosystème. Ok. Et ça ressemble à quoi, du coup, le quotidien, quand t'es chef et propriétaire d'un restaurant ? Alors, t'as double casquette. C'est beaucoup de temps. C'est déjà quand t'as ton restaurant, la première chose c'est d'aller faire ses achats. Donc comment tu choisis justement les producteurs? Donc t'es acheteur. Et tes produits. En fait, c'est un travail qui demande du temps aussi. C'est vrai que moi j'allais faire mes achats. Il y a beaucoup de restaurateurs qui se font livrer directement. Okay. Moi, je voulais pas le faire pour plusieurs raisons. D'abord, parce que je voulais sélectionner effectivement les agriculteurs, les éleveurs, enfin bon, les pêcheurs. Et ça, c'était une première chose. Et je voulais voir la qualité. Quand tu te fais livrer, en fait, tu peux pas choisir. C'est-à-dire que tu te fais livrer, même si tu connais la personne, enfin le fournisseur qui est ce qu'on appelle un mandataire, qui va te livrer. Le problème, c'est qu'il va te livrer. Il va te livrer vers 11h, midi, quelquefois, ou un peu plus tôt, mais peu importe. Et s'il y a un produit qui te plaît moyennement, mais tu peux pas changer. Oui, tu vas être embêté parce que si tu le prends pas, il va pas pouvoir te relivrer et les clients vont être là à midi, tu vois. Donc moi j'ai toujours voulu aller chercher mes produits pour ça. Déjà pouvoir choisir le produit, le toucher, tu sais, le palper, le renifler. Non, mais c'est important. Et j'ai la chance. Alors j'allais à Rungis sur le carreau des maraîchers, mais ça m'est arrivé aussi d'aller chez un maraîcher à l'extérieur de Paris. Alors donc je le faisais aussi aller dans les exploitations voir comment ça se passe. Dans les exploitations pour voir comment ça se passait. Et je veux dire, donc, quand j'allais faire mes achats, en plus, ça me donnait des idées parce que je voyais vraiment les saisons arriver. Avant tout le monde, quelquefois, parce que il y a toujours des produits qui arrivent petit à petit, et toi, tu les vois forcément de tes yeux, alors avant que le mandataire qui te livre te dise, tiens, j'ai ça qui arrive. Donc, moi, je faisais souvent les plats du marché, en fait, en achetant les produits. En me disant, je partais avec une liste, parce que c'était la saison voilà. J'arrivais à Rungis ou ailleurs, et je me disais, finalement, je vois ce produit-là, je changeais mon fusil d'épaule et je changeais la recette que j'allais faire le midi. Parce que ça, du coup, donc ça demandait une gymnastique assez importante. Comment tu choisissais un peu tes recettes? T'en as déjà inventé? T'as inventé les recettes dans ton resto? Alors le mot inventé, j'aime pas trop parce que en fait, on a appris des bases de cuisine, on a croisé de nombreux chefs. Donc on va en fait se servir de tout ce qu'on a pu voir chez les autres sans copier. Je parle pas de copier. Il y a le mot inventer, il y a le mot copier. C'est pas sans copier, mais on est forcément influencé par tel ou tel chef qui nous a montré telle façon de cuisiner. Et après, en fait, on fait sa propre cuisine. Donc en fait, je dirais, c'est pas de l'invention, c'est plutôt des mariages, des nouveaux mariages. C'est marier les produits ensemble, marier les produits avec d'autres, tu vois. Et après te dire, c'est mon plat. Mais est-ce que c'est mon plat à 100%? Non, parce que quelque part, tu t'es servi des bases de la cuisine française ou étrangère pour créer ce plat. Donc, c'est une partie de ta création, mais qui s'est faite grâce à tout ce que tu as pu apprendre, grâce à ton passé culinaire. En fait, grâce à tout ce que tu as dans la tête, parce que quand tu es cuisinier, tu connais en fait les textures, tu connais les saveurs, tu connais le parfum des épices, et tu sais plus ou moins
si ça va matcher ou pas ensemble. Et quelquefois, tu te plantes. Donc, tu fais des essais. Tout le monde fait des essais. Donc, en gros, c'est très rare de créer comme un plat. Je vais reprendre ton mot de création, mais c'est très rare de créer un plat tout de suite comme ça. Tu réutilises les briques que tu as eues grâce à tes différentes expériences. Et après, construis un nouveau. Voilà, tu construis un autre. Mais tu peux prendre une technique que tu avais vue sur le plat quand tu étais plus jeune, sur un plat, l'exécution d'un plat, et te dire, ah oui, je vais me servir de cette technique-là parce que ça va me permettre de pouvoir marier ces deux produits ensemble. Et si j'avais pas eu cette technique-là, je n'aurais pas pu le faire. D'où l'importance, comme dans tous les métiers, d'avoir des bases solides. Et de pas aller trop vite. Prendre le temps d'avant. Et ça, c'est un message que je passe. C'est vrai que maintenant, les cuisiniers vont de plus en plus vite. Ils sont chefs de plus en plus jeunes. Pourquoi pas? Mais il faut pas oublier que avant d'être en haut de la pyramide, il faut vraiment bien apprendre les bases et prendre le temps d'assimiler tout ça parce que si on ne le fait pas, au bout d'un moment, on est bloqué. Quand on n'a pas des bases solides, on va pas pouvoir aller trop haut au niveau technicité. Ça va faire défaut à un moment. Ça va faire défaut à un moment pour pouvoir créer, justement. Ce sera trop bancal. Voilà. Ok. Hyper intéressant. Bon, je suis peut-être parti un peu dans tous les sens, mais... Non, mais ça fait sens, parce que tu vois, moi, on était parti du coup de base du quotidien d'un chef. Tu vois, je m'étais interrogée, moi, sur la place de la créativité dans la cuisine. Et quand tu me racontes tout ça, en fait, moi, ça me fait refléter sur l'art de manière générale, parce que quelque part, chaque artiste va se nourrir des autres formes d'art dont il a pu être témoin, de son vécu, C'est ça, j'ai pas parlé du vécu, j'ai pas parlé de ta sensibilité aussi, j'ai pas parlé de ton goût aussi, parce que il y a des choses que tu préfères à d'autres. Donc tout ça, c'est très complexe. Mais c'est intéressant de voir qu'en fait tu remets du coup le mot inventé en lumière de par. Voilà. Mais après, moi j'aime bien décomplexifier la cuisine. En fait, la cuisine, c'est le mot cuisine, c'est de l'assemblage. On cuisine, on mélange, on fait revenir, on fait sauter, on fait rissoler, on fait tout ça, c'est de la cuisine. Après. Mais je vais pas dire que c'est facile non plus, parce que c'est un apprentissage. La cuisine de tous les jours est une cuisine facile. On peut cuisiner, se régaler facilement. La cuisine professionnelle de restaurateur, de cuisinier professionnel est un petit peu plus complexe parce que les cuisiniers se sont amusés aussi à mettre de la complexité. Mais un plat très simple peut être aussi bon qu'un plat très complexe en réalisation. Un plat très simple peut apporter autant de bonheur qu'un plat très complexe. C'est pas parce qu'il est complexe qu'il va être meilleur qu'un plat simple. Tu vois, et tout ça, c'est important de le dire parce que ça permet de mettre à l'aise tout le monde. Moi, quand je suis invité chez les amis, je me mets tout de suite à l'aise. Je dis, mais non, mais c'est super. T'as fait un truc simple, mais je me régale, moi. C'était quelque chose que j'avais. Je voulais te demander justement. Je te demande ces questions. Non, mais parce que c'est vrai. Imaginez inviter à dîner quelqu'un dont c'est le métier. Tout de suite, je pense que tu te stresses plus. Oui, et il faut pas. Et moi, d'abord, en plus, les gens sont stressés quand ils te reçoivent. Ça m'est arrivé. Alors pas les vrais amis, non. Parce qu'ils s'en foutent. Parce qu'ils savent que tu viens pour les voir et pas pour regarder ce qu'il y a dans l'assiette. Je vais pas dire les faux amis, parce que c'est pas ça. Les gens que tu connais moins. Les gens que tu connais moins, t'es moins proche. Ils ont de l'appréhension, donc c'est souvent ceux-là qui vont se planter parce qu'ils vont vouloir faire quelque chose de complexe. Et du coup, ça va être pas la cata, mais quelquefois la cata, ça m'est arrivé. Quelquefois la cata, au moins ça décomplexe tout le monde dès le départ. Voilà, ou banal. Et en plus, alors, tes cuisiniers, ils le savent, donc tu les connais pas très bien, donc t'es forcé d'être, je dirais, entre guillemets, un peu plus poli encore. Donc c'est-à-dire que déjà, tu vas dire c'est bon, voilà, parce que pour faire plaisir, tu vas dire c'est bon, parce que tu veux pas vexer, et puis je veux dire, et puis voilà, tu te sens un peu obligé de le dire, pas avec tes amis, parce que tes amis, tu
des amis proches, oui, t'as pas besoin de leur dire, oui. t'as pas besoin de leur dire. Mais des personnes que tu connais moins bien, bah, tu vas dire bêtement, oui, c'est bon, voilà. Et tu vas être forcé de te resservir en plus, même si t'as plus faim. C'est pas une question que ça te met dans des situations en fait, voilà, qui sont quelque part, parce que dans ton éducation, que mes parents m'ont donné, quoi, d'être bien élevé, quoi, bah, si tu te resserres pas, en plus, ça veut dire que t'as pas aimé, enfin bref, ça peut être mal interprété, alors que c'est pas le but. Alors, quelquefois, tu te resserres alors que c'était pas mauvais, puis t'as plus faim. Mais, voilà, bon. Donc, ça te met dans des situations. Mais, alors, oui, moi, drôle. ce que je veux dire, parce que j'en profite, ne vous stressez pas. Vous avez un cuisinier qui vient déjeuner ou dîner chez vous. Faites-lui quelque chose de simple. Mettez-vous à votre place et simplement dites-vous et lui, il sait pas faire mon métier. Si je lui demandais je sais pas, t'es invité chez un peintre et si ce peintre il te demandait de faire une peinture, je serais incapable de le faire, moi. Je serais incapable de le faire. Donc dites-vous ça, dites-vous que chacun ses atouts, chacun son métier et voilà. Et il sera déjà très content d'être reçu. Donc faites quelque chose de simple, goûteux. Voilà, le mieux c'est le plat au milieu de la table parce que c'est ça. Et puis on y va. C'est ça, c'est le plat. Moi, c'est le côté très convivial d'être reçu. Mais moi, quand je reçois des amis ou de la famille à la maison, c'est le plat au milieu de la table. Je vais pas commencer à leur faire des trucs dans les assiettes. Je veux dire, on n'est pas au resto. Et puis d'abord, ils viennent pas chez moi parce que ils viennent pas au restaurant chez moi. Tu vois ? Donc faites la même chose chez vous. C'est le plat au milieu de la table et on se sert et on se resserre. Parce que ça, c'est super. En parlant de convivialité, je voulais rebondir sur la notion d'écosystème qu'on abordait juste avant. Où, en tant que du coup chef d'entreprise, c'est un écosystème que tu vas créer et mettre en place de la fourche à la fourchette, comme on dit, depuis les producteurs en passant par tes clients, jusqu'à en fait ton équipe. Est-ce que tu as réussi, toi, à mettre en place ce tissu social local, du coup, à l'échelle de ton restaurant ? Comment ça se passe ? Est-ce que tu as eu le sentiment que, comme tu as quand même eu ton restaurant 25 ans, il y avait une évolution du rapport des clients avec les restaurants et leur alimentation ? Alors, tu veux dire, oui, tu veux dire, est-ce que j'ai senti si les clients se sentaient de plus en plus... Mais est-ce que déjà, tu avais réussi à mettre en place cet écosystème local avec ta clientèle ? Avec ma clientèle, ouais. C'est-à-dire... J'ai vraiment l'image dans ma tête, alors j'essaie de la traduire en mots, mais où tu vas avoir tes habitués, tu vas avoir un peu ce rituel, cette pâte, Avec eux ? Ouais, oui. D'avoir un restaurant qui est ancré comme ça, localement. Voilà, alors, effectivement, alors t'as toute une clientèle... moi, j'avais une clientèle locale, parisienne, mais pas que, en fait, qui était habituée. J'avais beaucoup d'habitués, mais j'avais aussi beaucoup d'habitués qui venaient de l'autre bout du monde aussi. Donc c'était formidable. C'est-à-dire que Paris est une ville qui accueille beaucoup de touristes, hein. Et moi, j'avais des touristes, mais c'est pas des touristes de passage, en fait. J'étais dans une petite rue, j'étais pas dans un truc touristique où il y a forcément des touristes qui passent devant le restaurant. Donc, j'avais cette clientèle française, parisienne ou française, hein, qui venait à chaque fois qu'ils venaient à Paris, ils venaient me voir, ou les Parisiens, ils venaient plus facilement et plus souvent. Et puis, j'avais aussi cette clientèle étrangère, qui étaient des clients des touristes étrangers, mais qui venaient 2-3 fois par an en France et que je voyais aussi régulièrement. Donc il y avait aussi ce tissu relationnel avec cette clientèle-là, avec qui certains j'ai lié amitié et que T'as gardé contact ? Oui, je suis allé dans le pays. Ouais, c'est sympa. J'ai fait en fait, quand on est restaurateur, on fait des très belles rencontres. Et puis qui amène quelquefois à des amitiés. Mais c'est un peu comme dans la vie. D'ailleurs, on n'est pas tout le monde. Enfin, on n'a pas énormément d'amis. Mais les amis, il faut bien qu'on les rencontre quelque part. Donc, dans un restaurant aussi, c'est pareil. J'ai réussi à lier des amitiés qui sont restées même après que j'ai vendu mon restaurant. Donc, Ah ouais. Oh, c'est trop beau. Mais c'est un lieu magique, le restaurant. C'est un lieu où
où en fait les personnes viennent pour se nourrir, c'est sûr, mais avant tout passer un moment. Passer un moment convivial, un moment de partage avec leurs amis ou leurs femmes ou enfin bon, c'est un bel endroit. Ça a été quoi ton plus gros challenge avec un resto comme ça? Le plus gros challenge, c'est d'être régulier, quoi. C'est ça le plus dur dans un restaurant. C'est-à-dire de maintenir une qualité régulière avec tout ce qui peut se passer dans une journée. C'est-à-dire que c'est comme dans toutes les entreprises. Tu peux avoir une machine qui casse et qui va t'embêter. Tu peux avoir une personne qui est absente. Tu peux louper une cuisson. Tu peux avoir un truc tout bête, mais des trucs, un évier qui se bouge, enfin tu vois. Et donc, les aléas. Et malgré tous ces aléas, ça doit être il faut être prêt à midi et il faut être prêt à 19h. Et ça passe vite le temps. Quand j'allais faire mes achats, je me rappelle, j'ai quand même eu des périodes où alors ça, je vais passer pour un vieux, mais il y a eu les grèves en 99, je ne sais plus quelle année, mais qui ont duré pendant un mois pour aller faire mes achats. Et je partais il fallait que je partais pratiquement à 2h du matin, pour pouvoir revenir sur Paris pas trop tard, parce qu'il y avait des bouchons déjà à partir de 4h du matin. Il y a eu une période comme ça, je ne sais plus si c'est dans les années 99, il y a eu une grande grève de décembre 80, je ne sais plus quelle année, j'ai oublié l'année, mais bon, avec j'ai oublié, mais il y a plein d'anecdotes comme ça, donc qui font que, tu vois, et pour en revenir à ta question principale, c'est quoi? C'est le plus dur, c'est d'offrir une qualité et que, en fait, quelque part, le client qui vient chez toi, il soit pas déçu, et qu'il s'aperçoive de rien. Parce qu'il vient pas pour manger tes problèmes, il vient pour pour manger tes problèmes, c'est joli expression. Oui, il vient simplement pour se rassasier et puis le mieux possible. Voilà. Donc ça, c'est les beaux challenges, de pouvoir le régaler. Ce qui est le plus dur aussi, c'est se renouveler. Tu parlais de création de plats et tout ça tout à l'heure. Ça, c'est le plus compliqué parce que ça demande du temps. Le matin, tu arrives en cuisine, tu fais ce qu'on appelle la mise en place pour être prêt pour le service. Donc tu structures en fait ton service. Voilà, parce qu'on peut pas tout faire à la minute. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à la minute. Il y a beaucoup de préparation en amont. Et donc ça passe très vite. Et en plus, il faut que tu penses à renouveler ta carte pour que les personnes ne soient pas lassées au bout d'un moment. Même si, et c'est ça la complexité aussi, c'est que souvent, t'as des clients qui s'attachent à tel ou tel plat, même si maintenant il n'y a pas de restaurants qui sont spécialisés dans le gigot, tout ça. Ça n'existe plus, les restaurants spécialisés dans quelque chose. Mais quand même, quand ils viennent chez toi et qu'ils ont beaucoup aimé un plat, ils aimeraient le retrouver la fois d'après, et la fois d'après encore. Mais le problème, c'est que si tu le retires pas, au bout d'un moment, ces mêmes clients, ils vont dire « Oui, non, mais ils se renouvellent pas ». Donc, tu vois, il y a un moment donné... Il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe qui se crée, et c'est assez compliqué de gérer ça, mais c'est à toi aussi de sortir de ta zone de confort, parce que, effectivement, quand tu as un plat qui est bien ancré, pourquoi le changer? Alors, ça marche bien, voilà. Non, justement, il faut te sortir de ta zone de confort pour en créer un autre qui va, j'espère, tout aussi bien, ou un peu moins bien, ou beaucoup mieux, mais voilà. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, maintenant que t'as plus le resto, là, ça fait depuis j'ai vendu, juste avant le Covid. Ouais. Donc ça fait 4 ans. Ouais. Là, quand tu regardes maintenant en arrière avec le recul, est-ce que t'as atteint l'ambition que t'avais en lançant au départ? Est-ce que t'es content de ce chemin-là? Oui, je suis très content. En fait, j'adore ce métier de cuisinier. J'ai adoré toutes ces années à l'Épi du Pain quand j'ai créé mon restaurant. Je me suis régalé. J'ai arrêté parce que ça faisait 42 ans que je faisais ce métier et j'ai eu envie d'avoir plus de temps pour moi parce que c'est un métier passion, c'est un métier donc qui prend beaucoup de temps. J'ai eu envie d'avoir plus de temps. Et je me suis dit,
je vais avoir plus de temps et je vais en faire quelque chose de positif parce que j'ai envie de transmettre tout ce que j'ai pu engranger, si je peux dire, pendant toutes ces années, grâce aux chefs que j'ai croisés avant, aux autres cuisiniers, et puis aussi grâce à mon travail aussi. Et je me suis dit, voilà, je vais lever le pied, comme on dit. Je vais partir au vert. Maintenant, je suis plus sur Paris, je suis dans le sud de la France, donc je profite. C'est bien mérité, c'est bien mérité. C'est une autre vie. Et donc, je fais quelque chose de formidable parce que j'ai plus de temps et parce que je peux organiser mon travail. Et j'ai un merveilleux potager, un énorme potager, été comme hiver. T'as même plus besoin d'aller dans les bouchons. J'ai même plus besoin d'aller dans les bouchons. J'ai quelques poules, voilà. Et en fait, je suis très content parce que je mets les mains dans la terre maintenant et je me rends compte encore plus. Je m'en rendais compte aussi, mais pas à ce point-là. Comme c'est difficile de faire pousser de bons légumes, ou de bons fruits. Et ça, c'est un message que je te passe aussi aujourd'hui grâce à ce micro que tu me donnes. C'est respectons nos agriculteurs, tous ces hommes et ces femmes, ces éleveurs, ces pêcheurs, qui travaillent durement. Et je le dis avec sincérité, je le dis pas de façon hypocrite, avec sincérité. Je te rejoins totalement. Merci à eux. Parce qu'on oublie que c'est grâce à eux qu'on peut vivre. On a quand même, lors du confinement, on s'est tous rappelé que qu'est-ce que c'était les priorités ? Notre santé, notre alimentation, notre bien-être. Quelques années plus tard, j'ai l'impression qu'on a déjà un peu oublié ça. On avait tous remis notre priorité, on s'est dit on est confiné, qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah oui, on n'est pas malade, tant mieux. Ah, on a de quoi bouffer, super. Et achetons ces produits au juste prix à nos agriculteurs pour qu'ils puissent en vivre dignement, parce que c'est une profession. Et ça, c'est un vrai sujet. Alors, on est un peu hors sujet, Louane, mais je vais juste faire une petite parenthèse. C'est une parenthèse importante, parce que donnons les moyens à cette corporation de pouvoir innover, de pouvoir réinvestir dans du matériel moins énergivore en énergie fossile, de pouvoir s'adapter au changement climatique, de pouvoir réduire l'empreinte eau, l'empreinte carbone, tout ça, de leur donner des moyens de vendre, de gagner leur vie avec leurs produits et d'arriver à s'organiser pour qu'ils puissent vendre aussi leurs produits, pourquoi pas au bout du champ, leur permettre de transformer leurs produits aussi. Et puis leur donner l'envie aux jeunes d'aller dans ce métier, parce que sans ça, on va bouffer tous des iPhones, mais on va pas beaucoup se nourrir. Oui. Merci pour cette parenthèse. Je pense que j'espère en tout cas qu'elle posera des graines dans la tête de plus d'une personne qui nous écoute. Je voudrais prendre maintenant le billet un peu plus avant ton resto. Quand tu t'es lancé dans tes études, et même peut-être on arrivera encore un peu à la jeunesse de cette idée de devenir cuisinier, mais dans une de tes interviews pour le site Les Restos, je ne sais pas si tu te souviens, tu as parlé de la honte de l'apprentissage, du fait que tu avais eu à ce moment-là, quand tu que tu allais vers un cycle court, de la honte de l'apprentissage quand tous tes amis allaient vers de longues études. Bien sûr. Est-ce que aujourd'hui, maintenant que ça fait quelques temps que tu as fini tes études, on pourrait reparler de ça. Comment tu as surmonté cette honte ? Est-ce qu'elle a impacté tes relations sociales à ce moment-là ? Et aujourd'hui, quelle vision, en fait, t'en as de cette honte-là ? Effectivement, c'était très compliqué. C'est la première fois qu'on me pose la question, mais tu vois, tu fais bien, Louane, parce que pour resituer, j'ai fait un apprentissage, on était en 1978. Et tu venais du coup de Paris, donc d'un milieu qui est quand même assez aisé. Je venais de Paris, d'un milieu aisé. Mon père était notaire à Paris, donc j'étais pas un enfant défavorisé. Je suis né avec la cuillère en argent, comme on dit, vulgairement, mais un peu ça, c'est vrai. Et en fait, je me suis retrouvé dans ce métier, alors que c'était un métier qui était considéré, parce que j'étais... On va dire, franchement, j'étais pas très bon à l'école. Voilà. Pour refaire l'histoire, c'est ça, c'est que tu avais vu une conseillère d'orientation, qui t'a demandé ce que tu voulais faire, et puis d'un élan, quand j'ai écouté par exemple ton TEDx, je vous invite à l'écouter, tu disais, ou je sais plus si c'était dans TEDx ou dans une autre de tes interviews, mais que tu sais pas trop pourquoi, ce jour-là, t'avais dit cuisinier, et puis Voilà, j'ai dit cuisinier, elle m'a dit très bien, elle m'a proposé en fait entre cuisinier et paysagiste.
D'ailleurs, c'est drôle parce que maintenant, je travaille la terre, que je suis plus cuisinier. Ouais. Enfin bref. Et donc ça a été compliqué. Ouais, ça a été compliqué. D'autant plus qu'à ce moment-là, le métier n'était pas à la mode. Donc je me suis retrouvé avec une population qui faisait un CAP, qui faisait ça un peu comme moi, quelque part, orienté en fin de troisième parce qu'on savait pas ce qu'on allait en faire. C'était ça un peu, enfin, entre guillemets, mais bon. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance que ça m'ait plu, ce métier de cuisinier. Je me suis accroché. Et à cette époque-là, ça a été très dur parce que je sortais d'un milieu favorisé. Je suis passé d'une école confortable dans le 7e arrondissement à Paris à un lycée, un lycée. Et je me suis retrouvé en apprentissage. Et quand j'étais chez l'employeur, je travaillais 6 jours sur 7. À cette époque-là, c'était 1 jour de congé par semaine. Et on faisait 70 heures par semaine alors que j'avais 16 ans. Donc du radiateur chaud du fond de la classe au monde du travail. À la réalité d'un coup d'un seul. Je peux te dire que le choc a été brutal. Et je me suis accroché parce que ce métier m'a plu. Et c'est vrai que j'ai pu m'épanouir grâce à ce métier. Et j'ai fait des belles rencontres, des cuisiniers qui m'ont aidé à avancer. Et j'ai aussi eu la chance de pouvoir reprendre mes études quelques années plus tard, 5-6 ans plus tard. J'avais 24 ans quand j'ai repris mes études et je suis retourné à Ferrandi Paris pour faire un bachelor. Donc j'ai fait une année d'école préparatoire et après 2 années de bachelor. Et ce qui m'a donné des notions de gestion très importantes. Qui te serviront après pour aller. Qui m'ont servi. Et j'ai rencontré des belles personnes, des chefs, tout ça. Et ça a été vraiment un tremplin. Il y a eu un moment particulier où tu as eu un déclic par rapport à cette honte-là, où en fait, c'est juste avec le temps et avec l'expérience et à force de faire et de donner une chance à cette voie qu'elle est partie? En fait, moi, j'étais dans ce métier et c'est le métier de cuisinier qui a évolué et qui est devenu de plus en plus, entre guillemets, à la mode. Donc ça a aidé en fait, que la vision de la société sur ton métier change. Mais c'est vrai pas plus vu comme le gars du fond de la classe sur son radiateur qu'on envoie trimer, mais qu'en fait comme quelqu'un qu'on met aussi en valeur. Alors, j'ai perdu des copains à cette époque-là parce que forcément, c'était un lycée très très huppé du 7e. J'ai perdu certains copains, mais par contre, je vois encore des copains. Que j'ai pas perdu. Et oui, on est toute une troupe de copains de cette école. Mais il y a eu des moments où t'as eu des doutes, où tu vois quand tu t'es lancé dans cette nouvelle voie, un peu d'un coup d'un seul, parce qu'on t'a dit prends Paris et t'en as pris un. Il y a des moments où tu t'es dit oh là là, non mais qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je me suis fait atterrir? En fait, des gros moments de doute. Je me suis pas tellement posé de doute parce que en fait peut-être que je me souviens pas très bien, mais peut-être que j'étais vexé à ce moment-là et je me suis dit tiens, je vais prouver à tout le monde que je peux faire quelque chose de bien. Donc je me suis accroché à ce métier parce que j'étais dedans et ça me plaisait et je me suis dit je me suis accroché. Donc j'ai pas eu de doute, mais c'est sûr que pendant très longtemps, quand j'ai commencé ce métier, je disais à personne d'où je venais, quoi. Parce que j'avais qu'une peur, c'est d'être rejeté par les autres. Par la différence de classe sociale. Ouais, par la différence de classe sociale, parce que à cette époque-là, effectivement, dans les cuisines, c'était pas les mêmes classes sociales. Alors que maintenant, ce métier a évolué, et c'est très bien. Et maintenant, il y a toute classe sociale confondue dans ce métier, et c'est super. Parce que aussi l'artisanat est redevenu aussi un peu à la mode, et le métier de cuisinier est devenu très un métier un peu de star, alors un peu trop, je trouve, mais bon, il faudrait retrouver le juste milieu. Comme je dis toujours, on ne fait que nourrir des personnes. On n'est pas en train de sauver une personne sur une table de billard. Je suis pas chirurgien, je suis pas chercheur. Il y a énormément de personnes qui sont dans l'ombre et qui font des choses merveilleuses et qui n'auront jamais leur tête dans le journal ou sur une radio ou à la télé. Donc remettons les choses à leur juste valeur, quoi. C'est bien que le métier de cuisinier ait évolué, qu'il soit un peu plus reconnu, mais il faut pas non plus on n'est pas des stars, quoi. Voilà. Et je le dis vraiment du fond de mon cœur parce que c'est vraiment ce que je pense.
C'est que par un moment, il faut pas... Non, on est cuisinier. Voilà. C'est pas dévalorisant de dire on est cuisinier. Pas du tout. Et si c'était à refaire, tu referais pareil? Oui, si c'était à refaire, je referais pareil, mais à cette époque-là. Pourquoi à cette époque-là? Parce qu'en fait, la restauration a évolué de telle sorte qu'on travaille plus intelligemment qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, quand j'ai commencé ce métier, on arrivait tous à la même heure le matin, on repartait tous à la même heure le soir, que ce soit en cuisine ou en salle. Maintenant, je sais pas si tu dois aller au restaurant comme moi, comme tout le monde, et enfin, j'espère pour toi. Ça m'arrive. J'espère pour la corporation. Et en fait, c'est pas surprenant de voir un serveur ou une serveuse qui te disent, qui viennent à ta table, qui disent bon, au revoir, je m'en vais, je finis mon service. Bon, avant ça n'existait pas. Toute l'équipe de salle était là le matin à 9h et partait à la fin quand il n'y avait plus de clients. Toute l'équipe de cuisine était là et partait à la fin quand il n'y avait plus de clients. Donc ça a beaucoup évolué aussi. Et puis les horaires de travail ont évolué. Et ça, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que c'est déjà un métier qui demande beaucoup de contraintes, parce qu'on donne beaucoup de nous, comme beaucoup d'autres métiers aussi, mais celui-là, en fait, on travaille quand les autres se reposent, quand les autres se font plaisir. Donc déjà, la vie de famille est déjà compliquée. Mais je dirais, si je referais bien ce métier, donc pour revenir à ta question, parce que ça me permettrait aussi d'avoir du temps pour moi à côté. Aujourd'hui. Parce que ça, c'est une question que je me posais justement sur l'attractivité de la profession. Voilà, alors ça commence à être attractif parce que les plus jeunes qui sont sur le marché à l'heure actuelle ne veulent pas travailler comme nous, on a travaillé à l'époque. Et je trouve ça plutôt une bonne chose, même si c'est très compliqué pour la corporation, enfin le métier, de s'adapter à ce changement de mindset, de staff, choses, de vision des choses. Mais moi, je les blâme pas. J'aurais été le premier ravi de me dire que je travaille, je fais mon métier passion, mais j'ai quand même à côté de quoi m'aérer la tête, m'amuser. Ce qui n'était pas trop le cas quand on faisait ce métier de cuisinier à l'époque. Ça a évolué petit à petit. Je répète, en 78, c'était 1 jour de congé obligatoire en restauration. Un seul. C'est passé après à 1 jour et demi dans les années 80. Et la demi-journée, tu sais ce que c'était la demi-journée? T'arrivais à 9h du matin, tu partais à 18h. Ça, c'est une demi-journée? Ça, c'était la demi-journée parce que tu ne travaillais pas le soir. D'accord. Donc ça a quand même bien évolué. Et tant mieux. Donc oui, je refais ce métier parce que je me suis éclaté dans ce métier et tout ça. Ce que je regrette, c'est de ne pas avoir eu suffisamment de temps pour m'amuser à côté. Voilà, m'amuser. De temps personnel, ouais, pour te développer temps personnel, développer d'autres vies. Et ça s'est bien amélioré. Développer la curiosité sur d'autres sujets, quoi. Voilà, exact. Te nourrir d'autres choses, en fait. Ça, j'aime beaucoup pas mal, ça. Te nourrir d'autres choses. Parce que ce qui est compliqué aussi, quand tu as un restaurant, c'est t'es dans ton restaurant et t'en bouges pas. Enfin, tu peux pas. Si t'es là, c'est ta boîte, tu cuisines, t'es avec tes équipes. Donc la fenêtre de tir extérieure est très réduite. En fait, elle est réduite quand tu fermes le restaurant. Moi, j'avais la chance. J'avais un restaurant qui fonctionnait très bien. Donc, je fermais le week-end, je fermais samedi, dimanche, et même à la fin, j'étais fermé samedi, dimanche, lundi. Tu vois. Donc, ils travaillaient sur 4 jours. On travaillait tous sur 4 jours. Mais quand t'es dans ton restaurant, t'es enfermé entre quatre murs. Moi, je savoure maintenant ma vie de conseiller culinaire. Ça fait un peu pompeuse, non, mais c'est comme ça. Mais je savoure cette vie-là parce que... T'es beaucoup plus mobile. Je suis mobile, je gère mes horaires, j'ai plus flexible, j'ai beaucoup moins de contraintes. C'est intéressant. Mais c'est un métier passion et je comprends qu'il y en ait qui veulent le faire. C'est toujours ça, c'est quand c'est tu vois, quand tu fais quelque chose, moi je me dis toujours, il y a un moment, il faut que tu te poses la question dans la balance, ça penche de quel côté? Est-ce qu'en fait, toutes les contraintes, elles valent le coup par rapport à ce que ça t'apporte, à part le sourire que ça t'apporte de faire ce truc-là?
Et ça, c'est une question qu'il faut réussir à se poser en toute honnêteté et être très humble devant soi-même pour se la dire. Voilà, et en plus, les conditions de travail sont quand même bien meilleures. Bon, moi, j'ai pas connu le charbon, mais enfin, Oui. 10 ans ou 15 ans avant moi, ils connaissaient encore le charbon dans les fourneaux. Mais les conditions de travail, où tu travailles dans les cuisines, où il fait très chaud, mal ventilé, etc., ça a beaucoup évolué aussi. Donc, l'outil de travail a évolué aussi. Les mentalités ont évolué aussi. Parce que ce métier s'est ouvert, on se retrouve aussi avec quand même des personnes très ouvertes d'esprit, que ce soit dans les cuisines ou en salle, et du coup ça amène une ambiance très ouverte, beaucoup moins fermée qu'avant. En parlant d'évolution, je m'étais demandé si la cuisine, alors je sais pas si j'entends la cuisine comme univers ou la cuisine comme vraiment quand tu fabriques un plat, est-ce que la cuisine a des époques? Tu vois, je me suis demandé un peu, est-ce que comme la mode, il y a des époques? Et si oui, quelle est la particularité de l'époque d'aujourd'hui? Bien sûr qu'il y a des époques. Il y a des époques, quand j'ai commencé mon métier, c'était des plats assez classiques, qui après, il y a eu une époque, après il y a eu ce qu'on a appelé la cuisine nouvelle, c'est la cuisine nouvelle, c'est ça, où on mettait plus grand chose dans l'assiette, il y avait presque plus rien dans les assiettes, mais c'était très, bon, bref. Un peu le cliché qu'on a quand on va dans les très bons restaurants d'avoir des toutes petites... Non, parce que ça, c'est encore une autre évolution. Mais non, c'était une époque où c'est ce qu'on appelait la cuisine nouvelle, donc c'était une cuisine un peu décomplexée, mais avec plus grand chose dans l'assiette, mais qui a permis, quelque part, cette cuisine à dépoussiérer en fait un peu, sans oublier les bases, la cuisine qu'on a actuellement. Et donc ça a permis aux cuisiniers, aux chefs de sortir des sentiers battus et de créer des plats un peu plus punchy, un peu plus on sortait de la blanquette de veau, du navarin, tous ces plats classiques qui étaient là, qui sont délicieux, mais qui n'était plus attendu par la clientèle. La clientèle recherchait un peu plus d'innovation, de nouveauté. Voilà. La créativité. Et donc après, il y a une autre étape qui est la cuisine nouvelle a pas duré très longtemps. Et après, ça s'est remis avec une cuisine qui a plus évolué en termes de saveur. Enfin, de saveur, non, on va pas dire. Elle était savoureuse à vœu, mais en termes de technicité dans les assiettes. Et après, effectivement, on est arrivé sur de la cuisine qu'on a actuellement, qui est une cuisine qui s'est ouverte au monde aussi. Même si elle était quelque part, la cuisine française était déjà un peu ouverte au monde avec les épices, voilà. Mais la cuisine française c'est beaucoup inspiré aussi maintenant d'une cuisine asiatique, d'une cuisine d'autres pays que l'on francise un peu pour faire un peu une cuisine peut-être un peu plus mondiale, un peu plus exotique, quoi. Et après, ce que tu disais, les petites portions, alors effectivement, il y a ce qu'on appelle les menus dégustation. Donc effectivement, ce ne sont que des petites portions, mais quand tu as 10 ou 12 plats de toutes petites portions... Oui, pour que tu puisses avoir plein de petites portions de tout voilà, à la fin, t'as plus faim. À la fin, pas, t'es rassasié, on va dire, pour pas faire de... Voilà. Mais donc et après, tu vois, ça évolue et ça va continuer d'évoluer parce que là, on est sur ce scénario-là où il y a beaucoup de restaurants qui font ce qu'on appelle les menus dégustation où c'est plein de petites portions. Bon, moi, j'aime bien parce que je suis cuisinier, ça m'intéresse toujours d'aller dans ce genre de restaurant pour tester, pour voir, pour me dire tiens, il a eu une bonne idée, moi j'aurais pas pensé à marier tel ou tel produit, tout ça. Mais très honnêtement, moi j'aime beaucoup aller dans les endroits où tu as un plat, et que je puisse manger, mettre une cuillère, une deuxième cuillère, troisième cuillère, tu vois, pouvoir plusieurs fois le goûter, pour pouvoir le goûter plusieurs fois, pardon. Et pour moi, c'est la cuisine que je préfère, ça. Okay. Ça m'arrive d'aller dans les restaurants par curiosité et puis parce que ça me fait plaisir aussi très haut de gamme, haut de voltige où c'est plein de petites portions et puis où je me régale. Mais j'ai toujours la frustration de me dire c'était ce truc-là, c'est pas c'était tellement bon, j'aurais aimé en avoir plus. Voilà, j'aurais bien aimé pouvoir remettre ma cuillère une deuxième fois dedans, tu vois. Alors que quand tu choisis un plat, puis moi je sauce, je prends mon pain, je sauce, je finis jusqu'au bout, quoi. Moi je suis super gourmand. Je suis super gourmand.
Je me régale. Je me demandais, est-ce que tu pourrais, là... est-ce que tu aurais 3 moments forts quand tu regardes un peu tout le chemin que tu as parcouru? Est-ce que tu as 3 moments qui te viennent, qui ont été... Oui, il y a eu le moment où j'ai commencé mon apprentissage. Ça a été un moment fort, ouais. Ça a été, bon. Il y a eu le moment où je suis retourné à l'école Ferrandi Paris, parce que c'est une très belle école. Il y en a d'autres, mais celle-là, elle m'a beaucoup marqué, parce que ils venaient de mettre en place cette formation. Ils avaient créé cette formation, ça s'appelait l'École supérieure de cuisine française à l'époque, cette formation avant de s'appeler le bachelor. Et ils avaient fait cette formation parce qu'ils s'étaient rendus compte qu'il y avait des cuisiniers, de très bons cuisiniers en France, ou de très bons gestionnaires. Mais il n'y avait pas les deux. Donc ils avaient créé cette école pour qu'il puisse y avoir des cuisiniers gestionnaires. Parce que Monsieur Remande, Pierre Remande à l'époque, qui était le directeur de cette école, Ferrandi, avait été visionnaire. Il avait compris que la restauration évoluait et que la gestion devenait de plus en plus importante. Et il voulait donner aux cuisiniers le côté culinaire, effectivement, très important, mais aussi le côté gestion. Et il a eu raison, parce que ça a permis de m'aider. Ça a été vraiment un tremplin. C'est pour ça que c'est le deuxième. Et le troisième, c'est quand j'ai créé mon restaurant. Et ça, c'était... c'était magique. C'était magique, mais tu sais, à l'époque... Alors, je vais repasser pour un vieux con, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait rien. Et moi, j'ai ouvert la porte. Alors, j'étais inconscient, je pense, à l'époque. Inconscient. J'ai ouvert mon restaurant sans rien dire à personne. Mais j'ai ouvert, voilà. Et j'ai attendu les clients. Et, écoute, le restaurant, il a tout de suite démarré. Alors, parce que je pense parce que j'étais là au bon moment, tu sais, la bonne personne au bon moment, quoi, voilà, tout simplement. Et c'est vrai, quand je regarde, et mon restaurant, il est parti d'un seul coup, sans réseaux sociaux, sans rien. Alors après, il y avait la presse, mais j'ai jamais appelé un journaliste de ma vie, parce que je connaissais pas les journalistes, et puis de toute façon, moi j'étais timide, donc je m'imaginais même pas d'appeler un journaliste. Donc voilà, et donc après j'ai eu la chance que le bouche à oreille fasse venir la presse. Et d'ailleurs, la clientèle étrangère que j'ai eue à l'époque, c'était assez drôle, parce que je me rappelais, l'hôtel Lutetia, à l'époque, il m'avait appelé, le concierge, il m'avait dit, mais vous êtes qui, vous? Parce que les touristes, là, ils veulent venir chez vous, mais on vous connaît pas, tu sais. Alors que généralement, tu sais, les concierges d'hôtel, ils savent tout. Et en fait, parce que le restaurant, j'ai ouvert discrètement, et puis il a décollé, et puis j'ai eu un peu de presse comme ça. Et en fait, ils savaient pas. Et donc, ils étaient étonnés, quoi. Ils disaient, ouais, voilà, c'est tout. C'est une petite anecdote qui m'avait fait sourire à l'époque. Bah oui. Et puis après, oui, effectivement, j'ai eu... Alors, les réseaux sociaux n'existaient pas. J'ai eu de la presse. J'ai eu... voilà, parce que je devais bien travailler, voilà, parce que ça devait plaire, voilà. Mais c'est très bien. Mais d'ailleurs, à un moment, j'ai eu beaucoup de presse. Mais donc après, c'est difficile à gérer, ça aussi, parce que après, t'as un restaurant où le téléphone sonne et tu dis non pratiquement tout le temps, quoi, parce que non, on est complet. Donc ça, c'est pas tellement frustrant. C'est compliqué à gérer, parce que tu déçois en fait après. C'est-à-dire que tes premiers clients qui ont fait de toi ce que tu es en notoriété quelque part, parce que c'est eux qui en ont parlé, c'est bouche à oreille, et en fait ces premiers clients-là, ils n'arrivent plus à venir chez toi parce que t'es trop connu après. Ouais. Et ça, c'est un moment qui a été compliqué pour moi à gérer. Alors c'était super rassurant, parce que tu vois ton bouquin de réservation qui est complet, tu vas faire les courses, tu te poses pas la question si tu vas vendre tes produits ou pas. C'est facile. Enfin facile et compliqué à la fois. T'as toute la gestion aussi. Donc voilà les trois moments importants de voilà. C'est des jolis moments. T'avais un rêve quand t'étais enfant, un peu sur ton avenir, ou Je m'en rappelle pas, non. Non, j'étais un enfant comme tout le monde. Je sais pas. Je rêvais. J'étais pas spécialement bon à l'école. J'étais pas. Non, j'étais dans un autre monde, je pense, mais. Et ça t'a apporté dans un joli monde. Ouais, ça m'a amené dans un joli monde. Et aujourd'hui, quand tu regardes l'avenir, t'as
un petit projet, un petit truc où tu te dis, et pourquoi pas faire ça ou... Non, on a toujours envie de se dire, parce que c'est sympa le métier de restaurateur, mais j'ai vraiment plus envie d'ouvrir quelque chose, déjà parce que j'ai 62 ans maintenant. Enfin bon, non, je me suis bien amusé. Et maintenant, non, je suis dans la transmission. Je veux transmettre. Okay. Je suis toujours avec Éthique Océan. Là, je sais pas si je t'en avais parlé. C'est l'ONG qui milite pour la préservation des océans et leurs ressources. Donc, c'est d'ailleurs Elisabeth Vallée qui, à l'époque, c'est la directrice d'Éthique Océan qui, grâce à elle, j'ai pu comprendre en fait la complexité et les enjeux environnementaux de ce magnifique garde-manger que sont les océans. Et grâce à elle, j'ai vachement évolué là-dessus. C'est cette personne-là, en fait. Il y a eu une rencontre marquante qui a attiré ta curiosité et ton intérêt sur ce sujet. Mon intérêt sur le sujet. Non, mais je me posais déjà la question, parce qu'à cette époque-là, on parlait beaucoup du thon rouge et tout ça. Et en ce moment, il y a une Éthique Océan a fait une grosse campagne là pour essayer de sauver l'anguille. L'anguille est en train de s'effondrer complètement. Si on continue comme ça, il n'y aura plus du tout d'anguille. Et donc, il faut vraiment arrêter de manger de l'anguille. Et nous, consommateurs, on a ce pouvoir. Éthique Océan, vous avez une application gratuite. C'est à la fois ludique et pédagogique, et vous pouvez la télécharger. Et en fait, ça va vous aider à n'acheter que des produits issus de la pêche durable, que des poissons issus de la pêche durable. C'est-à-dire des poissons qui sont pas menacés par rapport à la région, tout ça. Et c'est remis à jour chaque année par les scientifiques. Donc c'est vraiment des informations fondées. Voilà. On a le pouvoir de ne pas acheter un produit. Mais le pouvoir de dire non. Le pouvoir de dire non. Et ça, parce que on peut aller manifester dans la rue, tout ça. Non. Mais moi, je dis, il faut faire du concret. Donc, si tout le monde se disait, on n'achète plus d'anguilles, eh ben, le pêcheur, il pêcherait plus ses anguilles, et puis terminé, et puis les anguilles, ça repartirait, quoi. Voilà. Hein. Pour n'importe quel produit, c'est comme ça. Donc, ne pas sous-estimer son pouvoir en tant que consommateur, ne pas sous-estimer que, en fait, que ça soit quand on respecte le monde animal, qu'on respecte le monde végétal, quand on fait attention à son alimentation, mais ça a un impact direct et instantané sur la biodiversité. Direct et instantané sur la biodiversité, contrairement au réchauffement climatique, que même si on fait des efforts aujourd'hui, on aura des impacts positifs que dans de nombreuses années, voire des décennies. Non, j'ai pas dit de bêtises. Ça m'a l'air de se tenir. Oui, c'est pas les mêmes échelles de temps. C'est pas les mêmes échelles de temps. C'est pas les mêmes échelles. Ok. Est-ce que tu te considères comme enthousiaste ? Oui. Oui ? Bah oui, je pense. Je sais pas. Moi, vu les étoiles dans les yeux que tu as et ton sourire, j'ai envie de dire oui, mais c'est ça. Oui, bien sûr, je suis enthousiaste. Je suis hyper positif pour l'avenir aussi, parce qu'on a toujours trouvé des solutions, et parce que l'être humain est comme ça, il a toujours trouvé des solutions avant d'aller dans le mur complètement. Donc, je suis enthousiaste parce que je vois cette profession évoluer d'une belle manière. Cette profession de cuisinier qui est de plus en plus respectueuse de l'environnement, qui prend conscience qu'elle a vraiment un rôle à jouer par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport aux consommateurs, et pour justement lui donner, même si c'est pas leur métier, leur donner les clés, les informations pour qu'eux aussi ils fassent de même, qu'ils fassent de même chez eux, quoi, quotidiennement. On gaspille plus, j'espère qu'on va gaspiller de moins en moins. Donc, à garder en tête qu'au quotidien, on a aussi... On a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer, puis on a du... Voilà, il faut pas attendre que ça soit nos dirigeants qui nous disent il faut faire ci, il faut faire ça. On a le pouvoir de s'alimenter comme on veut. On a le pouvoir de dire non à un produit et oui à un autre. Donc, quelque part, il faut pas se défausser, quoi. Il faut pas se défausser. On est aussi responsable. Après, il y a toujours les limites financières que chacun a, surtout dans le contexte de l'inflation actuelle, etc. Oui, je suis d'accord avec toi, Loane. C'est peut-être plus facile pour certains que pour d'autres. Oui, alors c'est vrai que acheter des produits chers, on va me dire, mais souvent,
des produits bruts qui sont chers sont beaucoup moins chers que des produits issus de l'agroalimentaire. Et puis après, comme je te disais, ta façon de cuisiner va te permettre... C'est d'aller au bout des choses qui va te permettre en fait de tamponner ça. Et de faire des économies quelque part, de pas gaspiller, de faire des économies. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à... De toute façon, il faut changer notre façon de nous alimenter. Ça veut pas dire avoir une alimentation déséquilibrée, pas du tout. Avoir une alimentation équilibrée, mais construire notre assiette différemment. Plus de végétaux, moins de protéines animales de très grande qualité, et plus de végétaux de bonne qualité aussi, et en utilisant ces deux produits jusqu'au bout, et l'un dans l'autre, ça nous coûtera pas plus cher que la matière première conventionnelle, moins bonne pour notre santé et pour l'environnement. C'est assez simple en fait. Enfin, comme ça, sur le papier. Sur le papier, après. Après, il faut avoir le temps de faire ses courses, il faut prendre le temps de cuisiner. Mais encore une fois, une poêlée de légumes, c'est rapide. Une poêlée de légumes, c'est rapide. On vous coupe vite fait, on met dans une poêle un trait d'huile d'olive, un petit peu d'oignon, un petit peu d'ail si on a envie de se faire plaisir, suivant les saisons. 2 coups de poêle, c'est cuit. En un quart d'heure, on peut se faire un repas équilibré. Et pas forcément manger de la viande tous les jours, et pas forcément manger du poisson tous les jours. Équilibrer ces plats avec des légumineuses, avec des céréales, avec des algues. Donc explorer tout. Explorer un peu tout. Tout le je parle pas des insectes, mais on a la possibilité, simplement prendre le temps dans ce monde où on veut aller toujours de plus en plus vite. Prenez un peu le temps de cuisiner, quoi. Voilà. Ce que vous avez fait pendant le temps pour son carburant. Le temps pour son carburant qui n'est pas négligeable, parce que c'est comme ça qu'on vit longtemps. Ouais. Est-ce que tu aurais des références à nous partager, de livres, de films, de podcasts, de documentaires, que sais-je, d'œuvres, au moins une œuvre qui t'a marqué et que tu pourrais conseiller à nous deux et puis à tous ceux qui nous écoutent. Il y a le livre déjà qui est sorti dernièrement, ça Je mange pour le futur, là qui est un très joli livre. C'est bien fait parce que c'est un peu style BD, donc ça apporte beaucoup ça attire beaucoup de connaissances. Il y a sur l'alimentation, moi j'ai lu les livres de Bruno Parmentier que tu dois connaître parce que je pense qu'il intervient ça ne dit rien, qui parle d'alimentation et Bruno Parmentier. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mis en place avec un photographe une très belle exposition qui s'appelle Changer le climat dans votre assiette. Et on a parcouru les 4 coins de France avec ce photographe qui s'appelle Alain Fouret, et on a été photographier les légumes dans les champs, chez les maraîchers. Et on a une expo itinérante de 120 panneaux qui font 80 cm sur 1,20 m avec, en fait, l'explication du produit, l'origine du produit et la mise en avant de ces agriculteurs, de ces maraîchers. D'accord. Donc, c'est une très belle expo. Si jamais elle passe dans votre région, elle se balade. En ce moment, elle est nulle part, mais elle est rangée dans les placards, quand on dit, mais elle a été au Sénat, elle a été à Tours, elle a été dans le sud de la France, je ne sais plus où. Enfin bref, elle s'est baladée. Quand elle reprendra les routes. Voilà, c'est une très belle. Après. Tu nous as fait un top 3. Voilà, ça marche bien. Voilà. Ça marche bien. Est-ce que là, j'aimerais bien t'offrir le mot de la fin. Est-ce qu'en un mot, plusieurs, en vrai, une idée, tu aurais quelque chose à dire pour catalyser l'audace, que ce soit par exemple un jeune qui, comme toi, s'est dit un cycle court, vraiment, est-ce que je tente vraiment la cuisine, enfin, voilà, catalyser l'audace, qu'est-ce que tu aurais? Je dirais que quand on a une idée, il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas se désespérer, ça peut être dur. Il y a toujours le risque de se planter, mais il faut toujours essayer de la faire parce que sans ça, on va vivre qu'avec des regrets. Et il faut pas avoir peur de se planter, parce qu'il y a quelque part très peu de chances de se planter. On a beaucoup plus de chances de réussir, parce que quand on a une idée, c'est parce que on a cette envie, on a cette énergie qui en fait va être décuplée quand on va commencer à la mettre en place. Et il n'y a aucune raison de ne pas réussir. Donc, allez jusqu'au bout de vos rêves et de vos envies et faites-vous plaisir.
Faites-vous plaisir. C'est ça, la vie. C'est de se faire plaisir, d'avoir un métier plaisir et d'avoir aussi du temps à côté pour se nourrir d'autres choses à côté de son métier. C'est peut-être ça le secret, de réussir à avoir une vie équilibrée, un beau métier qui nous plaît, dans lequel on s'épanouit, dans lequel on avance, qu'on fait avec ses tripes, et puis quand même garder du temps à côté pour se nourrir, pour pouvoir s'épanouir à côté. Et ça maintenant, dans le métier de la restauration, on peut de plus en plus le faire, parce que le métier a évolué et qu'il y a des conditions de travail beaucoup... Bon, c'est pas encore la panacée, mais c'est bien mieux qu'avant. Et ça reste un beau métier. Ça reste un beau métier. On a quand même, dans un pays où on a tous ces produits magnifiques, toutes ces femmes et ces hommes qui nous offrent ces produits, enfin qui nous vendent ces produits. On a un pays avec des saisons, on a un pays où il fait bon vivre, on a tout pour réussir. Il faut, alors on est français, on est tout le temps en train de chouiner, de gueuler, de machin, mais on est dans un super pays. Enfin, moi qui ai un peu voyagé, pas suffisamment sûrement, mais j'ai un peu voyagé quand on habitait à l'étranger. Je veux dire, la France, elle est belle, notre France. Donc plein de gratitude, et puis l'équilibre, pas que dans l'assiette. Exactement. Est-ce que tu aurais des liens vers lesquels rediriger les personnes qui aimeraient un peu découvrir un peu plus ce que tu fais, par exemple? Alors, moi, je suis pas très réseaux sociaux et tout ça. Oui, j'ai Instagram, parce que voilà, parce qu'il faut être dessus, mais en fait, je publie pas vraiment. Ah voilà. Profitez bien de cet épisode. Voilà. Non. Il y a pas. Non, mais sur Internet, vous pouvez retrouver plein de trucs, sûrement, parce que. Oui, je confirme. Il y a ton TEDx. Il y a TEDx, il y a plein d'autres trucs que j'ai fait il y a longtemps. Vous me verrez très jeune, un peu moins jeune. Enfin bon. Elle va son évolution. Voilà, vous verrez l'évolution. Mais non, mais ça c'est pas ce qui est le plus important d'aller voir ce que je fais ou quoi. Mais ce qui est important, c'est ce que j'ai essayé de vous raconter grâce à toi, Louane, et ton invitation, et je te remercie encore. Et à travers ce podcast, voilà, j'ai dit avec mes mots comment je ressentais le métier, ce que j'avais fait, et ce que j'aimais transmettre, tout simplement. Voilà. Merci à toi d'avoir pris le temps de partager c'était avec plaisir. Avec nous. C'était un plaisir partagé. Merci encore. Merci à toi, Louane. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Épisode qui, je l'espère, vous a permis de découvrir de nouvelles possibilités et pistes de réflexion. Je m'appelle Louane et aujourd'hui, je me suis dit « et pourquoi pas ?» Et vous ?